Hello, bonjour, bom dia, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Dans cette émission, je vous emmène en Pologne, pays voisin de la Russie. Depuis la partition de l'Ukraine, les Polonais craignent un retour de la guerre du gaz. Direction ensuite la Tunisie. Depuis la chute de Ben Ali, l'Union européenne déverse des centaines de milliers d'euros de subventions sur ce pays. Mais ces subventions ont un prix, un contrôle renforcé des frontières. Enfin, terminus en Espagne où le gouvernement, pour attirer les riches investisseurs étrangers, offre un visa en or, un golden visa. Mais d'abord, on part en Ukraine. À l'automne 2013, le président Yanukovych décide de suspendre les négociations avec l'Union européenne pour un accord d'association et se tourne vers la Russie. Une décision qui répand des milliers de personnes dans les rues de la capitale ukrainienne. Jérôme Rabier s'y est rendu. Jérôme, que s'est-il passé avant votre arrivée en Ukraine? Alors à l'origine de la révolution, c'est le refus par Viktor Yanukovych, le président de l'époque en Ukraine, de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Il préfère se tourner vers la Russie, qui offre 15 milliards de dollars et une réduction sur les prix du gaz, alors que l'Europe n'a pas grand-chose à offrir en ces temps d'austérité et que les caisses de l'Ukraine sont vides. S'ensuit une contestation qui grandit pendant des mois sur la place Maïdan à Kiev. Des manifestations quotidiennes et une occupation du centre-ville de la capitale. Le 22 janvier 2014, les premiers morts de la Révolution, 3 morts, c'est le premier tournant. S'ensuit une période de calme et c'est là qu'on décide de partir pour comprendre les raisons de cette révolution en Ukraine avec du recul. Et finalement, on se retrouve en plein tournant de la Révolution ce 18 février 2014, là où tout a basculé. Donc on vous suit, place Maïdan, dans l'acte 2 de la Révolution ukrainienne. 20 h, place Maïdan à Kiev, le mardi 18 février. La police charge les manifestants installés là depuis plus de 3 mois, une nuit où la révolution ukrainienne a sans doute basculé. La veille encore, le calme régnait, comme depuis 3 semaines, manifestants et policiers se font face dans une rue qui borde la place. Et sur les barricades, on réclame encore et toujours le départ du président. On est là pour que Yanukovych s'en aille. Dégage, sale criminel, dégage! Il est au pouvoir depuis 4 ans. 4 ans et rien n'a changé. Combien de gens sont en difficulté? Combien sont dans la pauvreté? Les pensions de retraite, c'est 600, 700 grivnas. On ne peut pas vivre avec ça. Le gaz est cher, le prix des aliments augmente, tout devient plus cher. Dans ce no man's land, le sol témoigne des affrontements. Et côté policier, le discours est à l'apaisement. Ce sont des Ukrainiens comme nous. Je ne les considère pas comme des criminels. Il faut espérer qu'il n'y aura plus d'événements comme ceux de janvier, que nos hommes politiques seront suffisamment raisonnables et patients pour trouver une solution. Parce que l'affrontement, ce n'est pas bien. C'est un chemin qui mène nulle part. C'est pour cela qu'il doit trouver un compromis. Fin novembre 2013, à la surprise générale, le président ukrainien Viktor Yanukovych refuse de signer un accord commercial et d'association avec l'Union européenne. Il préfère se tourner vers Moscou qui offre 15 milliards de dollars et un rabais sur les prix du gaz. Car les caisses du pays sont vides, le défaut de paiement n'est pas loin. Une mauvaise stratégie pour Igor Burakovsky, économiste à Kiev. Il est clair que l'harmonisation de notre marché avec le marché européen, c'est un vrai investissement pour le futur, car il s'agit de réformes structurelles dont l'Ukraine a besoin. Aux abords de la place, les manifestants se préparent à un nouvel affrontement. Ici, l'accord avec l'UE est passé au second plan. La priorité est désormais au départ du président. Dans les rues, les milices d'autodéfense côtoient des femmes et des hommes de tous âges. Pas question pour eux de lâcher la place Maïdan, devenue le symbole de l'Ukraine indépendante. On n'en peut plus, les gens sont à bout. Ce sont les Ukrainiens intelligents qui sont ici, vous comprenez? Les gens sont à bout. Tout le monde doit être présent ici. Vous n'avez pas honte de nous regarder dans les yeux? Non, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je suis là parce que nous voulons tous vivre dans un pays différent. Dans un pays où les lois sont respectées, où il y a un véritable état de droit. Pas dans un pays dirigé par des lois faites par des criminels, où la règle est le pistonnage et où un clan s'accapare toutes les richesses.
Déçus par l'attentisme européen, les insurgés de Maïdan n'espèrent plus grand-chose du vieux continent. Je pense que la position des manifestants de Maïdan a évolué vis-à-vis de l'Europe. On est passé d'un certain euroromantisme à un euroréalisme. Ils comprennent désormais que la situation en Ukraine doit être décidée par les Ukrainiens eux-mêmes. Les 3 mois de contestation ont déjà apporté un petit souffle de liberté. Des médias indépendants non détenus par des hommes politiques ou des oligarques proches de la Russie ont émergé. À Espresso TV, chaîne diffusant 24 heures sur 24 sur Internet et lancée au moment des événements, on aspire à être un acteur du changement. Hier, les manifestants d'Euromaïdan se sont rassemblés devant le domicile du procureur général ukrainien Viktor Pchonka. J'adorerais penser et je pense que notre chaîne est un des déclencheurs qui peut permettre d'accompagner le changement. C'est ça qui est beau dans cette situation parce que vous pouvez voir que des gens normaux, des journalistes, des militants de tous bords viennent sur scène et disent « vous pouvez faire changer les choses, vous pouvez changer les choses ». Et c'est pour cela que ça vaut le coup de faire ce travail, que ça vaut le coup de rester ici, en Ukraine. Plus de 20 ans après la chute du bloc soviétique, l'Ukraine cherche encore sa place entre Russie et Europe. L'aspiration à plus de liberté a sonné la révolte. Reste à connaître le prix à payer. Jérôme, qu'est-ce qui a changé depuis votre reportage en février dernier? Énormément de choses ont changé en Ukraine depuis mon départ. D'abord, le président Viktor Yanukovych a quitté le pays précipitamment, le laissant se déchirer. Et Moscou, face à ce qu'il considérait comme une menace, Vladimir Poutine, le président, a décidé d'envoyer des troupes en Crimée, cette péninsule au sud du pays, qui a depuis voté son détachement de l'Ukraine et son rattachement à la Russie. Donc maintenant que la Crimée a fait sécession, qu'est-ce qui risque de se passer? Le risque, c'est la partition du pays entre l'Est majoritairement pro-russe et l'Ouest majoritairement pro-européen. C'est dans l'Est du pays que maintenant se déroulent les affrontements armés entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Et qu'a fait l'Europe là-dedans? L'Europe a été attentiste, voire impuissante. Il faut dire que 80% du gaz européen provient de Gazprom, qui est une entreprise russe. Face à ça, il n'y a pas énormément de solutions. Donc l'Europe subit les coups d'humeur de Vladimir Poutine, qui un coup souffle le froid en prônant l'apaisement, un coup souffle le chaud en menaçant l'Europe. Merci. Merci Nora. Un autre voisin de la Russie craint la politique belliqueuse de Vladimir Poutine, c'est la Pologne. Sandra Cerquera s'est rendue dans l'enclave de Kaliningrad à la rencontre de ces Polonais qui vivent à côté des Russes. Sandra, on parle finalement assez peu de la Pologne. Quelle est la place de ce grand pays dans l'Union européenne? Alors la Pologne est entrée dans l'Union européenne en 2004 et c'est un des premiers pays bénéficiaires de fonds européens. 80% des Polonais se disent heureux d'appartenir à l'Union européenne et pourtant ils ne se bousculent pas aux urnes lors des élections européennes. Le taux de participation ne cesse de baisser. Ils ne font pas partie de la zone euro et ils ne sont pas pressés d'y entrer. C'est un sujet qui divise en Pologne parce que l'économie se porte bien. C'est un des pays post-communistes qui connaît le taux de croissance le plus important. Donc ils veulent des garanties avant de rejoindre la zone euro. Donc pro-européen, mais pour l'instant pas prêt à entrer dans la zone euro. Et ce qui a renforcé le sentiment aussi pro-européen, c'est la peur du voisin russe. Vous vous êtes donc rendu près de l'enclave de Kaliningrad. On vous suit. Lena vient faire le plein chaque semaine. Elle est russe, mais fait ses courses ici en Pologne. Je traverse la frontière parce que les prix sont plus bas. Les produits polonais sont 2 à 3 fois moins chers que les produits russes. Lena habite à 10 km, dans l'enclave russe de Kaliningrad. Comme elle, ils sont des milliers chaque mois à venir à Bartoszyce, ville polonaise de 20 000 habitants, qui compte pas moins de 10 grandes surfaces. Les Russes, ce sont ceux qui ont les caddies les plus remplis. L'économie locale repose sur ce commerce transfrontalier. Mais depuis la crise en Ukraine, les relations entre Russes et Polonais se compliquent, une situation qui préoccupe le maire. Depuis janvier, les Russes nous imposent un embargo sur la viande de porc européenne et maintenant, ils ont décidé de nous imposer un embargo sur les produits agricoles polonais comme les fruits et les légumes.
C'est une perte de retombées économiques pour nous. On essaye tout de même de continuer à investir et à développer la ville comme si de rien n'était. Cette coiffeuse aussi suit avec angoisse les tensions en Ukraine. Je connais beaucoup de Russes qui ne veulent pas de la guerre. Ce qui l'inquiète, c'est la sécurité de son pays. Pour la première fois depuis la chute du bloc communiste, elle pense que la menace militaire à l'Est est bien réelle. Il y a une méfiance qui s'installe ici. Nous sommes très proches de la frontière et on ne peut pas prévoir ce qui se passe dans la tête de Poutine. C'est devenu un voisin imprévisible. Prêt à tout moment à envoyer des troupes pour atteindre ses objectifs. Je ne regarde plus la télévision. Ça me fait peur ce qui se passe. À la frontière entre la Pologne et la Russie, l'attente peut être longue. Il faut à chaque fois ouvrir son coffre et montrer ses papiers, car ici s'arrête l'espace Schengen. Nous n'avons aucun contact avec les Russes, on ne se parle pas. Il n'y a que des relations commerciales entre nous. Nous allons chercher de l'essence moins chère chez eux et eux, ils viennent faire leurs courses. C'est tout, ça s'arrête là. Les Polonais n'oublient pas que de l'autre côté, l'enclave de Kaliningrad est surarmée. Une présence militaire russe qui pourrait s'avérer menaçante. Certains Polonais avouent être soulagés d'appartenir à l'OTAN et à l'Union européenne. La crise ukrainienne au cœur des Européennes et avec elle la question de la sécurité de la Pologne, devenue un thème de campagne, avec des candidats pro-européens en tête dans les sondages. Ici, à la centrale à charbon de Varsovie, l'Europe on en parle beaucoup. Oui, mais la centrale a été modernisée et nous émettons moins de CO2. Les subventions de Bruxelles ont financé en partie les filtres qui permettent de moins polluer. On peut bien sûr parler des défauts du charbon, mais il possède des avantages bien plus importants pour nous. Le charbon permet de combler quasiment tous nos besoins en chauffage et en électricité. Près de 90% de notre électricité provient du charbon. Et pour répondre à l'augmentation de la demande, la Pologne a aussi décidé de se tourner vers le nucléaire. Elle ne compte pas abandonner le gaz de schiste et envisage même de développer les énergies renouvelables. Le but est de diversifier les sources d'énergie pour assurer la stabilité de notre production et assurer notre sécurité et notre indépendance énergétique. Autrement dit, faire en sorte de réduire les importations de gaz russe. La Pologne réclame aujourd'hui une Europe de l'énergie pour que l'Union européenne ne dépende plus autant des ressources de la Russie. Sandra, on voit bien qu'à l'aune du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a un petit peu un retour de la question de l'indépendance énergétique, notamment en Pologne. Où est-ce qu'on en est ? Oui, en Pologne, on ne parle que de ça, de l'indépendance énergétique et du fait de ne plus dépendre des importations de gaz russe. Et pour cela, la Pologne est dans un véritable retour au charbon. Et à côté de cela, ils veulent diversifier davantage leurs sources d'énergie. Donc, ils continuent à vouloir explorer le gaz de schiste, même si les ressources se sont avérées moins importantes que prévu. Et en parallèle, ils comptent aussi développer le nucléaire et ouvrir leur première centrale dans 10 ans. Donc on le voit développer leur indépendance énergétique. Ils ont d'ailleurs appelé à une Europe de l'énergie pour cela. Donc on le voit que c'est un sujet plus que jamais d'actualité. Alors l'Europe de l'énergie, typiquement, c'est le dossier dont on entend parler depuis des dizaines d'années. Et là aussi, c'est un petit peu en sommeil. Oui, c'est en sommeil parce qu'on voit que c'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène. Là, la Russie a coupé les vannes du gaz à l'Ukraine et comme 80% du gaz passe par l'Ukraine, il y a les pays européens qui commencent à s'inquiéter, notamment l'Allemagne qui parle d'une pénurie de gaz cet hiver et qui parle d'un retour encore à ce spectre de la guerre du gaz. Pour ne plus justement dépendre de ce géant russe, les pays sont prêts effectivement à utiliser plusieurs sources d'énergie, même si ce ne sont pas des énergies qui seraient utilisées en première ligne dans la transition énergétique. Merci Sandra. Aux frontières de l'Europe, il y a un autre pays qui a connu la révolution, c'est la Tunisie. Depuis la chute de Ben Ali, l'Europe a largement aidé à la reconstruction du pays via des subventions qui ont un prix. C'est Paul Bouffard qui nous en parle.
Paul, comment expliquez-vous une telle présence de l'Union européenne en Tunisie ? Eh bien, 3 ans après la révolution tunisienne, donc on s'est rendu à Tunis, la capitale du pays. Vous le savez, en janvier 2011, le peuple tunisien a mis dehors un dictateur Ben Ali. Et ce même peuple, cette jeunesse, aujourd'hui est un peu désabusée, faute de travail, devant la désorganisation de l'État, devant la corruption. Beaucoup de jeunes ne pensent qu'à une seule chose, c'est partir vers l'Europe, prendre la mer. Alors aujourd'hui, l'Union européenne s'inquiète et multiplie des accords de collaboration pour endiguer ce flux migratoire. Eh bien, on vous suit à Tunis. C'est un pays qui se remet d'une révolution. Sur Tunis, il flotte un air de liberté. La nouvelle constitution politique est fraîchement signée. Et dans la banlieue, on s'active à la reconstruction. Tous les notables locaux sont là, et un Français, le représentant de l'Union européenne. Il vient contrôler l'avancement des travaux, vérifier si les fonds communautaires destinés à la Tunisie sont bien reversés sur le terrain. Vous avez démarré quand ? Nous avons entamé les travaux le 8 novembre. Très bien. Car ici, l'Union européenne est investisseur. Des dons, plusieurs millions d'euros par quartier pour rénover, développer les zones défavorisées du Grand Tunis. C'est la plus grosse commune du Grand Tunis. Donc, dans le projet, là, sur les 120 quartiers qui sont en train d'être habilités, on a une moyenne de 2 millions d'euros par quartier. Depuis le début de la Révolution, l'Europe double son assistance financière à la Tunisie, 480 millions d'euros. Mais quand les officiels ont disparu, la rue, elle, ne voit pas tout en rose. Même si ici, le bitume est refait à neuf, sur le trottoir d'en face, l'argent, on n'en voit pas la couleur. Il y a de l'argent qui vient de l'Europe, hein? Ça se voit pas. Il y a beaucoup de voleurs, parce que Ben Ali est le grand voleur, et il reste 40 voleurs maintenant. Il reste rien ici, la misère. Moi, je pense que l'Union européenne devrait venir plus souvent pour superviser et coordonner les projets. Ils doivent venir directement au lieu d'utiliser un intermédiaire comme le gouvernement tunisien. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Accompagner ce pays. C'est l'objectif d'Hugues Mingarelli. Le fonctionnaire européen est responsable de l'Afrique du Nord pour le service européen d'action extérieure. Selon lui, il faut rénover l'économie, à condition que le développement soit local, qu'ils retiennent les Tunisiens chez eux. Le 3 mars, un accord de mobilité est signé. Objectif, faciliter l'immigration régulière pour mieux contrôler les frontières. Alors ces investissements européens, une incitation cachée à l'immigration choisie. Donc je crois que c'est un projet plus ambitieux, qui ne se réduit pas à son volet sécuritaire, mais qui vise encore une fois à mieux gérer les flux migratoires dans l'intérêt des deux parties. La Tunisie, promue au rang de garde-frontière de l'Union européenne. Mokhtar Trifi n'est pas dupe. Il y voit un moyen d'acheter la fin de l'immigration clandestine vers l'Europe. Lorsqu'il s'agit de commerce, on exige que la liberté soit assurée, la liberté de commercer, la liberté d'investir, la liberté de pomper les richesses de la Tunisie. Ça, on n'a pas de problème, on n'a pas à s'opposer à ça. Mais le simple citoyen tunisien qui veut aller en Europe, même pour le tourisme, il n'a pas le droit s'il n'est pas universitaire ou hautement qualifié. 3 ans après la révolution de Jasmin, ici, rien n'a vraiment changé. Surtout dans les cités populaires, celles qui ont poussé Ben Ali hors du pays. Et Shams en est un symbole. À 21 ans, quand ce jeune Tunisien regarde son quartier, il n'a plus d'espoir. L'Europe, seule échappatoire. Le jeune homme a déjà tenté plusieurs fois la traversée. La dernière fois, je suis parti sur une barque. Et on était 60 personnes dessus, mais normalement on peut être 25 personnes maximum. En pleine mer, on est tombé en panne, on était entre la vie et la mort. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. La police est venue, elle nous a ramenés en Tunisie. On a été mis en prison à Tunis pendant quelques jours. Et voilà, je suis de nouveau à la case départ. Peu importe le prix, ou même le danger, Shams veut s'installer en France. Il n'attend qu'une chose dans les prochaines heures, un coup de téléphone de son passeur.
Paul, pour être clair, le problème de l'Union européenne avec la Tunisie, c'est son immigration. C'est un dossier qui a pris de l'ampleur après la tragédie de l'île de Lampedusa. Vous savez, des centaines de morts au large de l'Italie, c'était en octobre 2013. Des Africains qui avaient fui leur pays pour venir en Europe. Et en Tunisie, on a vu arriver des fonds. L'Union européenne a beaucoup investi dans le pays, 480 millions d'euros d'aide. Et cet argent, il sert à quoi? La stratégie de l'Union, c'est d'aider à développer le pays, les infrastructures. On le voit dans le reportage, des bulldozers qui refont les routes dans certains quartiers de Tunis. Mais l'Europe veut rénover, relancer l'économie à une seule condition, que le développement soit local, qu'ils retiennent les Tunisiens chez eux. Et en gros, on signe aussi des accords de coopération pour ça. Il y en a eu un de signé en mars dernier. Le 3 mars, exactement. Un accord de mobilité. Il vise à faciliter la circulation des personnes entre l'Union et la Tunisie. Et il facilite aussi l'octroi de visas. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie sont partenaires. Mais il est très mal vu depuis Tunis. Enfin, par certains jeunes et certaines associations, car concrètement, dans les quartiers populaires, on n'a pas vu arriver l'argent. Et les candidats au visa ne seraient que ceux qui ont un diplôme. L'Europe ne serait intéressée que par les cerveaux tunisiens. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la Tunisie a été promue un peu en quelque sorte en garde-frontière de l'Union européenne. Merci Paul. S'il y a un pays qui doit faire face à l'immigration clandestine, c'est bien l'Espagne. Pourtant, pour attirer les riches investisseurs étrangers, le gouvernement espagnol a mis en place un dispositif plus que controversé, le Golden Visa, le visa en or. Et c'est Flora Sauvage qui s'est rendue sur place. Flora, en quoi consistent ces Golden Visa ? Alors le principe de ces Golden Visa, c'est d'attirer de riches étrangers qui viennent investir en Espagne, soit dans l'économie, soit dans l'immobilier. Et en échange, on leur offre un permis de résidence qui leur donne accès aux 26 pays de l'espace Schengen. Donc il y a plusieurs pays qui ont mis en place ces Golden Visa. L'Espagne, bien sûr, le Portugal, la Grèce, la Hongrie, Chypre. Et l'idée, c'est de faire venir de l'argent frais dans ces pays qui ont été très lourdement frappés par la crise économique. Et pourquoi vous avez choisi l'Espagne ? Alors l'Espagne a mis en place ces Golden Visa fin octobre. J'y suis allée début janvier. L'idée, c'était de voir un petit peu quelques mois après la mise en place de ces permis comment ça se passait, de voir qui étaient les étrangers qui étaient intéressés par ces Golden Visa et puis de voir si vraiment c'est efficace. Donc là, on vous suit sur la Costa del Sol. Il n'y a pas que le climat qui attire les étrangers fortunés en Espagne. Il y a aussi les visas dorés. Depuis octobre 2013, le gouvernement espagnol offre aux investisseurs étrangers un visa de résident permanent contre un achat immobilier de 500 000 € minimum. Asphyxiés par la crise des dettes publiques, les pays du sud de l'Europe sont prêts à tout pour trouver de l'argent frais. D'autant que la bulle immobilière en Espagne a laissé un stock considérable de logements vacants. España tiene en estos momentos cerca de 1 million de inmuebles vacíos. L'Espagne a aujourd'hui 1 million de logements vides issus de la crise immobilière. Pendant les années 2000 et jusqu'en 2008, on a construit près de 100 000 logements par an. Donc, ça a créé un stock énorme de logements que les Espagnols ne peuvent pas acheter, surtout à ces prix-là. Donc, l'une des solutions pour écouler ces stocks, c'est de proposer ces logements aux étrangers fortunés en leur donnant en échange des visas de résidence. À Marbella, en Andalousie, un tiers des habitants sont de nationalité étrangère. Avec ses 325 jours de soleil par an, la ville a toujours attiré les touristes étrangers. Bonjour, bienvenue, Enchanté. Je suis Stéphane. Pawen et sa femme habitent Shenzhen, en Chine. Ils font partie de la jeunesse dorée chinoise. Ce matin, ils ont rendez-vous pour l'achat d'un logement à Marbella avec Steven, qui est agent immobilier. Voici des projets que nous allons visiter aujourd'hui. Celui-ci est idéalement placé sur le Golden Mile. Les prix vont de 600 000 € à plus d'1 million dans cette résidence de luxe. La raison pour laquelle je veux acheter une propriété ici, c'est que je cherche un endroit où passer mes vacances. À 29 ans, Pawen possède déjà une propriété en Australie. Chef d'entreprise en Chine, il espère que l'achat de ce logement lui permettra ensuite de faire du business en Europe. Je pense que l'économie en Europe se développe. Et il y a donc beaucoup d'opportunités en termes d'investissement ici. Et puis, en plus, l'Espagne a une bonne équipe de foot. Dans cette agence immobilière, on a constaté depuis la mise en place des visas dorés un fort intérêt chez la clientèle étrangère.
On reçoit une trentaine de demandes d'informations par jour. Beaucoup viennent d'Asie, du Moyen-Orient. Ils demandent tous comment fonctionne la loi. En fait, ils ne veulent pas s'installer en Espagne ni payer leurs impôts ici, car ils veulent rester dans leur pays tout en ayant la possibilité de se déplacer facilement en Europe. Présentation faite, direction la résidence de luxe Lomas del Rey, où Miguel va leur faire le tour du propriétaire. Sur 85 appartements, il en reste 18 à vendre. 3 piscines, une salle de gym et bientôt un sauna pour satisfaire les habitants. Pouvez-vous me donner la surface pour cet appartement? Alors ici, nous avons 125 mètres carrés. La terrasse, elle mesure 55 mètres carrés et le jardin à peu près 75 mètres carrés. Le jacuzzi est inclus dans le prix, ainsi que la télévision. Aujourd'hui à Marbella, la clientèle change de profil. C'est vrai que le nombre de clients qui viennent d'Angleterre ou d'Allemagne diminue. C'était des gens qui investissaient dans un logement pour leur retraite. Aujourd'hui, ce sont surtout des clients russes ou chinois qui viennent, et en plus, ce sont de jeunes couples. Si les visas dorés font le bonheur des agents immobiliers, sur le front de mer de Marbella, la mesure fait débat. Oui, moi, ça me va bien. Je trouve ça bien. Parce que ici, ils vont dépenser de l'argent. Ça ne me paraît pas bien qu'on puisse acheter un visa juste parce qu'on est riche. En plus, il y en a qui vont venir ici blanchir leur argent. Et à gauche de l'échiquier politique, on refuse la marchandisation du permis de résidence. José Antonio García Rubio, du parti de la Gauche Unie, dénonce une mesure discriminatoire. Nous mettons des frontières infranchissables à Ceuta et Melilla pour que ceux qui viennent d'Afrique ne puissent pas entrer en Espagne. Et puis, il y a des tragédies comme à Lampedusa. Mais si l'immigrant est riche et qu'il a 500 000 € à investir, alors là, il n'y a plus de problème. Ça montre le cynisme des autorités européennes, qui sont intéressés par les immigrants fortunés, qu'ils viennent ici pour spéculer ou juste pour profiter du système. Jusqu'à présent, Bruxelles n'a pas pris position sur la question des visas dorés, car la délivrance des permis de résidence relève entièrement des États membres, même si, avec ces visas dorés, les étrangers non européens ont accès aux 26 pays de l'espace Schengen. Flora, vous avez suivi ce couple de jeunes Chinois. Qui sont les autres prétendants à ce Golden Visa ? Alors, il y a plusieurs nationalités. Donc, il y a les Chinois, il y a bien sûr les Russes. Il y a également de riches Arabes qui, vu la situation dans certains pays au Proche-Orient, préfèrent investir aussi en sécurité. Ce sont principalement des gens qui investissent dans des résidences saisonnières. Ils n'ont pas l'intention d'aller vivre en Espagne, mais simplement de pouvoir avoir un pied en Espagne et puis ensuite pouvoir voyager tranquillement sans avoir à demander des visas dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme à offrir ce type de visa et à brader un petit peu l'espace Schengen à des riches étrangers? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Moi, certains Espagnols que j'ai pu rencontrer au cours du tournage étaient profondément dégoûtés par la politique du gouvernement espagnol qui, d'une part, refoule à ses frontières, à Ceuta et Melilla, des migrants qui viennent d'Afrique. Et puis, par ailleurs, accueille à bras ouverts de riches étrangers en leur offrant un permis de résidence. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est cynique, on peut aussi se dire que c'est une façon pragmatique de voir les choses et d'écouler les 100 000 logements vacants qui existent encore en Espagne et qui n'ont jamais été vendus à la suite du crash immobilier de 2008. Merci Flora. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsena.fr. Ciao. Violence, drogue, chômage, exclusion, les problèmes de la banlieue sont nombreux et ne datent pas d'hier.